du débat là. Je sais pas si vous avez vu le débat avec Psycho Kwakubé et tout. Je vais revenir dessus parce qu'au départ, je voulais m'en foutre. Et en fait, il y a des trucs qui m'ont un petit peu énervé. Donc, je voulais en reparler parce que je me dis, non, mais attendez, on se fout un petit peu de ma gueule. J'ai quand même l'impression. J'ai l'impression qu'on se fout un petit peu de ma gueule. En fait, donc, moi, au départ, je m'en foutais. J'étais pas allé revoir la vidéo. Et en fait, il y a Psycho Quack qui m'a envoyé des messages en MP. Il m'a renvoyé l'article dont il m'avait parlé et moi je lui avais et il avait lu Fanon et tout, donc je me suis dit bon, il avait trouvé Fanon bien. Il a lu quoi de Fanon? Je crois qu'il a lu Peau noire masque blanc. Donc on va revenir sur ça, sur cette discussion. Moi au départ j'étais en mode bon bah je m'en fous, je passe à autre chose et tout. Et j'étais pas allé voir la vidéo. Par contre, mais le problème c'est qu'on m'a dit ah mais Wissam va voir va voir les commentaires. Donc moi je regarde les commentaires et surtout ce qui m'a énervé c'est qu'il y a Psycho Quack sous tous les commentaires. Et parfois pour des commentaires qui sont très malhonnêtes vis-à-vis de moi. Et il est là à faire le petit oh non mais oui c'est vrai je suis non mais attendez ça se fout de ma gueule. Je veux dire il y a un premier truc les gens qui m'a particulièrement énervé, ça a été Wissam parle de ce qu'il connaît pas ou parle de ce qu'il a pas lu alors qu'on a quand même un gars qui a parlé de Fanon sans avoir lu Fanon en disant que Fanon s'est dépassé. Mais on va revenir sur tout ça parce qu'il y a aussi des trucs que j'ai envie de dire à pas du ring et tout. On va revenir sur cette émission et en fait je pense que la grosse erreur que j'ai faite c'est de pas rappeler aussi le contexte. Donc ouais. Je sais pas si c'est activé. Rien à voir avec. T'énerve pas, Wissam. Ah bah tiens, faut activer là apparemment. Ne t'énerve pas. Hein. Mais je vais pas m'énerver. Ne t'énerve pas. Hein. Parce que quand tu t'énerves, t'as tort après, Wissam. Oui. Mais on va en parler de ça. On va en parler de l'énervement. On va en parler. Il y a des colères saines, non? Il y a des colères saines. Moi, je suis avec toi, Wissam. Moi, je me suis fait terminer parce que je t'ai défendu. Mais Wissam, merci, mais on va en parler. Il y a trop de choses qui m'ont énervé. Mais on va en parler. Donc, je rappelle le contexte. Pourquoi je suis arrivé en fin d'émission? Je pense que le problème, c'est que beaucoup de personnes qui se demandent, mais pourquoi Wissam, il vient parler de ça? Et qui comprennent pas les bails qu'il y a eu avec Pas du Ring et avec Psycho Quack. Donc, deux trucs. La première chose, c'est pourquoi je suis venu parler de psychanalyse. Et en plus, je suis même pas venu parler de psychanalyse en tant que tel. Point de vue, ma position, c'est arrêtez de vouloir cancel la psychanalyse. Il y a des trucs intéressants dans la psychanalyse. On est tous d'accord que c'était ma position depuis le début. Je suis pas en mode faites une psychanalyse, vive les psychanalystes ou que sais-je. C'est en mode il y a des choses intéressantes dans la psychanalyse. Arrêtez de vous enfermer dans l'idée qu'il faut pas lire la psychanalyse. Ok? On est tous d'accord de ça. On va y revenir. Bon, on est tous d'accord que c'était toujours ma position. Et en fait, ça a commencé avec quoi? On a parlé de psychanalyse avec Morgane et Morgane a dit que il y a des choses intéressantes dans la psychanalyse et qu'il y a eu des marxistes qui ont étudié la psychanalyse et que ça fait très longtemps qu'il y a un lien entre les marxistes et la psychanalyse. Et je pense qu'elle parlait notamment aux Austro-Hongrois, au rapport entre Freud et des marxistes et tout. Comment peut-on défendre la psychose sans parler de psycha? On va y arriver. Donc moi, mon avis, c'est les gens arrêtez de vous bloquer sur la psychanalyse en mode il faut tout rejeter, c'est n'importe quoi. Et je rappelle que moi, ma position, elle est venue du fait que j'ai fréquenté des milieux marxistes et les milieux marxistes, ces gens-là lisent la psychanalyse, se fondent sur de la psychanalyse, trouvent qu'il y a des psychanalystes très intéressants et tout. Et l'exemple, je pense que vous avez une démonstration de mon environnement politique marxiste, ça a été les personnes que j'ai invitées. Je répète encore une fois, quand j'ai invité Gianfranco Ribuccini, j'ai invité Morgane Merteuil, j'ai invité les opéraïstes, là je vais inviter Marlène Rosato, qui est aussi marxiste. Dimanche, je vais avoir une discussion avec deux camarades marxistes qui font des séminaires anti-impérialistes pour vous en parler. Et donc, en fait, tout ça, tous ces trucs-là, toutes ces personnes-là que je fréquente, le milieu militant que je fréquente, et je pense que on est d'accord que, par exemple, quand je parle de Gianfranco Ribuccini, quand je parle des opéraïstes, de Davidé et tout, quand je parle de Marlène, on est d'accord que c'est quand même des marxistes conséquents. Et c'est eux qui ont dit non mais faut arrêter ce blocage dans la psychanalyse. Il y a des trucs à rejeter absolument et des trucs qui sont intéressants. Norman aussi. Mais Norman, ils vont dire qu'il est pas marxiste et Norman lui-même va dire qu'il est pas marxiste, mais il a une forte culture marxiste. Donc moi, dès le départ, ma position, ça a été arrêter d'être comme ça, de dire qu'il faut pas aller puiser dans la psychanalyse, c'est n'importe quoi. Surtout qu'il y a des choses intéressantes, notamment quand on voit la montée du fascisme. Et lui, donc on parlait de ça avec Morgane, lui a repris l'extrait et a dit il faut arrêter de réhabiliter la psychanalyse. Voilà ce qu'il a dit, en reprenant l'extrait. Donc il a pas dit, dans le tweet il a pas dit qu'il y a des choses intéressantes dans la psychanalyse. Il a dit c'est dangereux, faut arrêter d'essayer de réhabiliter la psychanalyse. En fait, il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en disant ça, déjà dans l'émission j'avais parlé de Mark Fisher, mais il y a aussi un autre marxiste que j'ai en tête et que j'avais complètement oublié. Et pourtant, qui est le marxiste le plus connu à l'international aujourd'hui? Il me semble que
Parmi les plus connus, il y a très certainement Zizek. Zizek est certainement l'un des marxistes les plus reconnus dans le monde et lui-même est à fond dans la psychanalyse. Je veux dire, en fait, ce qui m'énerve, c'est que Paduring vous fait croire que pendant 40 ans, on a oublié la psychanalyse. Alors que non, je veux dire, il y a toujours eu les marxistes. J'ai cité Mark Fisher, il y a Zizek, il y a toute une profusion de marxistes qui puissent là-dedans. Allez voir aussi, notamment dans la revue Période, qui est beaucoup sur, oui, pas fan, mais les gens, ils odieux. Je suis pas en train de dire qu'il faut valider Zizek ou pas valider. Je vous dis que les marxistes n'ont jamais abandonné. Il y a jamais eu une période où aucun ne se puisait dans la psychanalyse. Voilà, mon opinion, c'était arrête de dire n'importe quoi. Les marxistes ont puisé, même les marxistes intéressants ont puisé dans la psychanalyse. Et en fait, ce qui m'a énervé dans le débat, il y a deux choses. La première chose, c'est que Paduring est un psychiatre et en fait tout le discours qu'il a eu sur l'asile psychiatrique, sur la critique entre la relation entre le patient et le soignant, la relation hiérarchique, le côté totalitaire, la question du construction du patient et tout, et ben en fait ce qui m'énerve, c'est que quand tu vois l'histoire de la psychiatrie psychanalyse, ça a été des choses qui ont été pensées par des psychiatres qui ont été aussi très fortement psychanalystes. Vous voyez l'idéal qu'il a donné de l'asile, un asile égalitaire, un asile où on essaierait de réduire le côté, de shooter sur les médicaments et de prendre en compte. Oui, il y a des travaux, ils sont en train de. C'est pour le plateau de tout à l'heure, les gens. Ben bref, ces cliniques-là, ces asiles-là, ben c'est des asiles qui ont été pensés par des psychiatres qui étaient très fortement influencés. Pour toi, c'est un enfant violé, c'est un peu de sa faute. Non, mais on va revenir sur ça parce que je pense les gens. On va revenir sur ça parce que c'est une folie. Je pense que en fait, je pense que vous n'avez pas lu grand chose sur ces sujets-là. Puis merci Turbo Bamboche. Mais bref, l'idéal qu'il a de l'asile, c'était la clinique Laborde, la clinique de Tosquelles, la clinique de Guattari, tout le truc de mais est-ce qu'on n'est pas tous malades du capitalisme, est-ce que le capitalisme ne détruit pas nos désirs, nos envies, notre imaginaire. Et ben ça a été aussi pensé par des psychiatres qui étaient très très puisés dans la psychanalyse. Alors, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que l'idéal qu'il avait était pensé aussi par des gens qui avaient puisé dans la psychanalyse, et après de dire ah non mais il faut abandonner la psychanalyse. Alors non, il y a des choses intéressantes. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a le plus énervé avec Paduring, c'est que pendant l'émission, il était en mode ah non mais il y a des choses intéressantes, hein. Mais gars, je veux dire, c'est pas ce que tu me disais sur Twitter. Moi, ce qui m'énerve avec Paduring, c'est que quand on l'a face à lui, il a un tout autre discours qu'il a quand il est sur Twitter. Sur Twitter, c'était il faut rejeter, et après c'était non mais et même Judith Butler, c'est pas mal. J'ai un problème aussi avec Paduring, c'est sa vision du marxisme. Sa vision du marxisme qui est et notamment il parle de épistémologie et il dit on peut pas avoir deux épistémologies. On peut pas avoir l'épistémologie de la psychanalyse et l'épistémologie du marxisme. Pour lui, c'est incompatible. On peut pas avoir deux épistémologies pour comprendre le monde. Oui, Rabougri. Moi, il y a un truc. En fait, moi, je trouve intéressant là-dedans le propos de Paduring parce qu'en fait, je trouve qu'il se révèle un peu et qu'en fait, vu qu'il peut pas le dire sur le théorie décoloniale ou même sur des théories LGBT, des théories annexes du marxisme parce que ça serait mal vu, en fait, Paduring explique que bon, pour lui, il y a que le marxisme et les autres théories, c'est pas intéressant parce que les gens, la théorie décoloniale, c'est aussi une autre, je veux dire, si tu vas dans l'idée que la psychanalyse est une épistémologie, tu pourrais dire pareil des théories décoloniales qui proposent une autre épistémologie. Et donc, il va dans le sens de, ah, mais en fait, c'est incompatible. Et il le dit pas parce qu'il sait très bien que ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile de tenir cette position, vis-à-vis, des théories décoloniales plutôt que vis-à-vis des théories, psychanalytiques. Salut. Vous allez voir dans la vidéo, je vais rajouter plusieurs séquences comme ça d'enregistrement pour faire des ajouts parce qu'en fait, il y a eu avant que j'ai eu le temps de poster, il y a eu la vidéo de Paduring. Alors, j'ai pas regardé j'ai pas regardé tout en entier, mais j'ai vu quelques parties. Et aussi, ça va me permettre de rajouter aussi les citations que j'avais mis. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez avoir les livres dont je cite ici là pendant la vidéo et que vous êtes une mauvaise personne qui ne va pas dans les librairies indépendantes et que vous commandez sur Amazon ou sur la Fnac, faites-le à partir des liens affiliés, quitte à le faire, faites-le à partir des liens affiliés qui est en dessous de ma page, comme ça donne un peu d'argent à la Zawa Prod pour qu'on puisse continuer à faire ces vidéos. Et vous aurez ici en description les liens pour me soutenir si vous le souhaitez, pour que je continue et qu'on continue ensemble le travail, ensemble la Zawa et moi, pas vous. Enfin si,
Si, allez, ensemble, allez, je vous mets dans le truc. Non, mais je voulais revenir aussi sur que je regardais la vidéo de Paduring et sur la question des deux épistémologies, et quand je lui dis bon bah la théorie décoloniale, comment tu fais parce qu'il y a d'autres épistémologies, et il dit non mais il y a des choses intéressantes dedans, il y a des auteurs marxistes dedans, et j'essaie de voir ce qu'il y a de marxiste là-dedans ou pas. Et notamment dans la discussion privée qu'on a eue, Position Revue et Paduring, on dit que par exemple Enrique Dussel était marxiste, et c'est là où je suis un peu sceptique, et je ne comprends pas leur mouvement, parce que dans l'absolu moi je veux bien être d'accord avec eux, je veux dire c'est tout à fait intéressant de faire ça, ce qu'ils disent, d'aller voir là-dedans, il y a des choses intéressantes, de piocher par-ci par-là, et de voir ce qui est intéressant, de voir ce qu'il y a à retenir ou pas. Et d'ailleurs c'est ce que je propose depuis le début, notamment avec la psychanalyse. Mais là où je suis en mode bon, je veux dire, quand on prend Enrique Dussel, ok, il y a le Capital d'un côté, la lecture de Marx d'un côté. Et d'ailleurs, il y a chez Fischer aussi, parce qu'il me dit que Fischer est pas marxiste. Je veux dire, à la rigueur, si tu veux. Mais il y a même une production théorique autour de qu'est-ce que serait un communisme. Je crois un acide communisme. Il appelle ça comme ça, tout le rapport avec la conscience, la drogue, tout ça. Bref. Gros sujet, je vais vous mettre un article, voilà, si vous voulez le lire, c'est celui-là, je vous le mets là. Acide communisme, drogue et conscience de classe de Mark Fisher, et allez lire les livres de Mark Fisher, c'est super intéressant. Mais bref, moi, à la rigueur, si vous voulez dire que c'est pas marxiste, il y a pas de souci. Mais je veux dire, mais alors parce que il va puiser sur d'autres choses que la doxa marxiste, ok. Mais alors pourquoi on fait ça avec Enrique Dussel, et pourquoi ils rejettent la psychanalyse, mais en même temps ils acceptent que Enrique Dussel serait marxiste, alors que lui-même va puiser dans la théologie. Je veux dire, on est quand même sur la théologie, la Bible, la spiritualité. On est quand même sur une autre. Je veux dire, là, le niveau d'idéalisme, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais aussi c'est une toute autre épistémologie. Donc, mais moi, je suis d'accord pour qu'on le considère dans le marxisme. Et même toute la théologie de la libération, il y a des trucs extrêmement très compatibles avec le marxisme. Mais ça reste de la théologie de la libération dans lequel ils sont allés puiser dans la théologie. Ils sont allés puiser dans la Bible. Ils sont allés puiser dans l'Ancien Testament. Bref, dans toutes les écritures autour de la spiritualité, de la religion, de Dieu. Et donc, je me dis, mais si vous êtes tolérant à cet égard et dire, mais non, mais là, il y a des choses intéressantes, pourquoi ne pas avoir le même mouvement à l'égard des marxistes? Il y en a encore plus qui sont allés puiser dans la psychanalyse pour faire leur théorie, pour construire une pensée. C'est ça que je ne comprends pas dans leur truc. Et là, alors on s'est embrouillé en privé, mais pour d'autres raisons, ils savent très bien. Mais c'est là où le désaccord, je comprends pas pourquoi ils sont aussi têtus sur ça, alors que je les trouve beaucoup plus souples sur d'autres domaines. Et par exemple, sur les théories décoloniales, je suis désolé, mais l'une des principales critiques des théories décoloniales, c'est de me critiquer, c'est de pointer du doigt cet eurocentrisme, et notamment sur la production du savoir, sur la production des savoirs. Et il parle notamment de épistémicide par rapport à l'Europe, et il ne vise pas que les conservateurs, il vise aussi une attitude coloniale qui a pu avoir à l'égard de la part de la gauche ou de l'extrême gauche. L'idée, c'est de critiquer les sciences modernes, l'idée, c'est de critiquer la destruction des savoirs anciens et de remettre en avant les savoirs anciens, la spiritualité, le contact avec les esprits, avec la terre, voilà, plein de choses qui feraient horreur à la plupart des marxistes et à la plupart des gardiens du temple du marxisme. Et pour moi, je suis d'accord que c'est pas la doxa marxiste, mais ça reste intéressant de voir comment ils ont allié les deux, comment il y a il y a des choses qui naissent de la rencontre de savoirs qui viennent de différents univers. C'est pour ça que moi j'ai la même approche vis-à-vis de la psychanalyse et comment certains penseurs ont pensé une psychanalyse un peu plus matérialiste entre guillemets, avec l'idée de voir comment les structures économiques, l'histoire et tout jouent dans nos délires et jouent dans notre inconscient et dans notre libido. Et mais c'est pour ça aussi que je suis aussi souple sur les rapports avec la théologie, avec les spiritualités, avec les savoirs anciens, une autre production du savoir, avec d'autres épistémologies. Donc c'est là où je comprends pas le manque de souplesse qu'il y a sur la psychanalyse, alors qu'ils sont tout à fait prêts à faire preuve de souplesse sur ces théories-là. Et c'est ça aussi qui est intéressant à monter, parce que c'est pas seulement sur les décoloniales, c'est pas seulement sur l'antiracisme, on le voit aussi avec les féministes écologiques qui vont puiser autant dans des théories marxistes ou communistes à la rigueur, s'ils préfèrent ce terme, et aller voir aussi sur des écritures anciennes, sur le savoir, sur la spiritualité, sur des échanges. Voilà, moi je trouve ça intéressant, sans être notamment parfois emballé par ce qui est proposé. Je trouve que ça enrichit le savoir et ça peut aider aussi à affiner une théorie, et pas seulement à affiner une théorie, mais
mais aussi avoir la capacité, le savoir et de savoir parler à d'autres personnes pour essayer de construire un monde commun. Et c'est pas pour rien que, au-delà de l'universalisme, parce que là, il parle du marxisme comme un savoir totalisant qui engloberait tout. Ce que je trouve intéressant dans la théorie décoloniale, c'est tous les écrits, les théories autour de critique de l'universalisme, qui en fait essaye de tout unifier sur un tout commun et essayer de rendre ça homogène. Et eux proposent l'idée de pluriversalisme. Et je trouve que là, il y a des choses intéressantes. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, il a pas de colonne vertébrale théorique. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous. Et même si, par exemple, sur Paduring ou Position, considère que je suis un faux marxiste, que je suis pas un vrai marxiste. Je veux dire, moi, vous savez que ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais puiser dans dans tous les savoirs possibles. Moi, je m'intéresse plutôt à comment ça peut permettre de remporter le combat politique et d'affiner nos savoirs et de proposer une autre manière de voir le monde et une autre manière d'habiter le monde. D'ailleurs, l'idée d'habiter le monde, je l'ai vu davantage dans les théories décoloniales que dans les théories marxistes orthodoxes, très scientistes, qui étaient une catastrophe pour l'écologie. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt intéressant d'aller voir un peu partout ailleurs que se dire ça c'est pas marxiste, ça c'est marxiste et tout. Je veux dire, dans l'absolu, c'est pas un débat très intéressant. Voilà, et juste moi, je veux dire, écoute, faites preuve, cette souplesse que vous faites preuve à l'égard des théories décoloniales, pourquoi pas ne pas le faire à l'égard de la psychanalyse quand on voit que ça peut amener ce qu'il y a d'intéressant, ce qui a déjà été produit d'intéressant. Moi, je vous invite à aller voir Pensée décoloniale de Lisselle Queiroz et de Philippe Collin. Et on avait déjà fait une vidéo avec PDH. Je vous enverrai à aller voir l'entretien. Et aussi cette maison d'édition dont je parle très peu, qui est celle-là, qui est Wild Project. Alors, vous inquiétez pas, les livres sont pas aussi laids. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. C'est quand même plus joli. Hein. Allez voir cette maison d'édition si ça vous intéresse. Et là, on est vraiment dans le décolonial pur et dur. C'est-à-dire ne pas hésiter à aller dans la spiritualité, dans la théologie, dans la métaphysique, dans critique de la rationalité. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup ça dans la théorie décoloniale. Critiquer la rationalité occidentale qui a opprimé des savoirs prémodernes. Donc voilà, moi je suis d'accord pour qu'on aille voir là-dedans et qu'on puisse puiser, même aller piocher ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Moi, je suis contre un dogmatisme et dire non, c'est comme ça. Si tu as cet angle d'analyse, sinon ça ne marche pas. Allez voir là-dedans. Et aussi dans un autre type, au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique. Moi, je trouve ça super intéressant. Mohamed Amer-Méziane. Voilà, allez lire parce que ça a aussi un rapport avec l'écologie, un rapport avec qui fait un lien entre la catastrophe climatique et la rationalité, la destruction de la métaphysique, la destruction des théologies, la destruction de la spiritualité, la destruction de l'imaginaire d'un autre monde. Il lit assez bien ça. C'est assez intéressant à voir. Ça enrichit la théorie. Bref. Voilà, moi je suis d'avis d'aller piocher un peu partout, c'est intéressant et aller lire Revue Période, aller lire Acide Communisme qui est très cool et aussi voilà, Sotiris, alors sur Althusser, bon, je sais que eux deux détestent Althusser. Moi j'aime beaucoup Althusser et notamment cet article qui est vraiment cool, ligne de fuite, minorité et machine de guerre, repenser la politique deleuzienne, qui est vraiment intéressant et qui notamment questionne l'idée de marxiste qui rejette Deleuze parce qu'il n'est pas marxiste et lui il dit non mais il y a quand même des choses intéressantes à aller voir là-dedans. Bref, voilà. Et l'idée, c'est pas de faire une guerre avec Paduring et Position Revue. Alors ça, c'est plus pour des trucs personnels. Hein. Mais du point de vue théorique, voilà, moi, je considère que ça reste des camarades et qu'il y a des échanges à faire. Il n'y a pas de souci, je suis pas en live. Avoir recours à la psychanalyse, c'est pas valider l'entièreté des concepts de Freud ou Lacan. Bah oui, mais on va revenir sur ça. Oui, dit Gebor, on va revenir sur ça parce qu'en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que déjà, il y a des gens qui se branlent sur Deleuze. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a le chat de Dany Raz qui sont à fond deleuzien et qui n'ont pas vu que déjà il y avait des gens qui avaient fait, tout en étant dans la psychanalyse, une critique du complexe d'Oedipe, une critique des œillères de Freud qui ont autant dû à l'époque que aussi à sa classe bourgeoise. Donc moi ce qui m'énerve c'est que les gens, il y a déjà des psychanalystes qui ont critiqué l'aspect réactionnaire qu'il y a dans la psychanalyse et surtout en fait dû au fait qu'on essaye d'universaliser et d'à tout prix rentrer toutes les maladies, toutes les psychoses que vous voulez dans le complexe d'Oedipe. Mais on va y revenir. Juste pour Paduring, moi j'ai un camarade qui devait venir dimanche et qui est pas là, mais je trouve qu'il a très bien résumé le problème que j'ai avec Paduring sur sa vision du marxisme. Donc bon, c'est des camarades marxistes. J'insiste sur ça parce que Paduring il est sorti, il m'a dit ouais, le problème c'est que tu traînes pas avec des marxistes. Je suis non mais gars, attends mais je suis arrête. Arrête. Mais bref, voilà, il m'a fait ce commentaire, il devait venir dimanche, malheureusement il pourra pas, mais il fait partie d'un groupe qui tient un séminaire d'anti-impérialistes marxistes et tout. Et je lis son commentaire, c'est Romain, vous l'avez déjà vu, il était là avec les opéraïstes. Écoutez la critique qu'il a sur Paduring que je trouve excellente.
Pour la psychanalyse et le marxisme, moi ce qui m'énerve dans la démarche de position et de pas du ring, c'est que j'ai l'impression qu'il rejoue un truc un peu old school qui vise à faire de l'épistémologie marxiste un tout cohérent se suffisant à lui-même. Il y a une forme de geste totalisant d'un autre âge, comme si le marxisme était l'alpha et l'oméga de la théorie critique, ayant tout dit sur tout. Il y aurait tout chez Marx et ses successeurs comme si c'était une tradition cohérente et homogène, et surtout en rejouant ce geste un peu stalinien d'exclusion de ce qui est perçu comme des épistémologies différentes, comme déviations bourgeoises. Je trouve que pour l'instant c'est totalement ça, et c'est pas anodin que par exemple Lordon a parlé de réflexe stalinien. On rentre vraiment dans cette idée-là. Je trouve ça un peu tendancieux, et encore une fois d'un autre âge. Dépendant d'une époque bien particulière de la pensée critique, où effectivement le marxisme était hégémonique dans le champ de la critique. Une domination qui était la résultante des conditions bien plus politiques que proprement théoriques. Le marxisme pouvait se permettre ce geste de domination parce qu'il s'adossait sur la puissance du mouvement ouvrier et de ses relais organisationnels. La révolution d'octobre, la puissance des partis communistes, etc. Donc voilà, l'idée c'est que oui, le marxisme était hégémonique, c'est pas parce qu'ils avaient, c'est pas tant parce qu'ils avaient la théorie la plus parfaite et la plus scientifiquement juste, c'est aussi parce qu'il y avait un mouvement ouvrier fort, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Cette situation a amené des choses fortes dans l'efficacité proprement politique de la théorie, mais sclérosait aussi le marxisme dans une forme de dogmatisme assez pauvre. Parfois, j'ai l'impression que Paduring a une certaine nostalgie de ça. Moi, je pense que même si Marx et le marxisme est fondamental pour repenser de manière critique beaucoup de choses échappent au marxisme. Je pense, par exemple, qu'en termes d'écologie, il est nécessaire de se nourrir des traditions qui ne peuvent pas directement être tirées de Marx et de son épistémologie. Pour penser le racisme aussi. La psychanalyse sert dedans, je pense. En fait, vraiment, ce qui me saoule, c'est de croire que le marxisme est une théorie qui dit tout sur tout, et si tu nourris le marxisme d'autres traditions théoriques, tu es dans la déviation bourgeoise. Franchement, si c'est pour rejouer ça, si c'est pour faire du marxisme un truc homogène avec sa cohérence dogmatique, franchement, ce serait un sacré recul théorique. Et d'ailleurs, tous les marxistes les plus inventifs ont toujours pioché dans des traditions théoriques, des épistémologies, comme ils le disent, jugées extérieures au marxisme. Gramsci était considéré comme idéaliste à son époque et était influencé par l'idéalisme hegelien de Croce. Croce, on dit Croce, je sais pas. Moi j'aurais dit Croce parce que c'est un italien, mais je pense que c'est Croce. Lukács était nourri de la pensée de Max Weber. Poulantzas lit Foucault. Althusser est nourri de psychanalyse et de Lacan. Marx n'a jamais prétendu fonder une épistémologie cohérente et établir une école. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu nostalgiques de l'âge d'or du mouvement ouvrier avec sa théorie en béton armé. Le diatomate marxiste-léniniste à l'usage des militants que tu peux transmettre par un manuel. Après, j'ai aussi une certaine nostalgie de ça, je dis pas, de l'efficacité politique de cette époque. Mais théoriquement, c'était un peu catastrophique. Bref, je trouve ça très intéressant et je trouve que ça représente assez bien cette critique que j'ai à leur égard, c'est que c'est un peu les gardiens du temple du marxisme et qu'ils ont tendance à dire ah mais non mais ça il faut pas lire parce que c'est pas marxiste, ça c'est pas intéressant parce que c'est pas marxiste, voilà. Bref, voilà, moi c'est un peu cette critique là sur le dogmatisme et moi ma position c'est lisez aussi de la psycha en fait, lisez de la psycha et on va revenir sur qu'est-ce que ça veut dire quand je dis lisez de la psycha? C'est que la psycha, c'est comme l'anthropologie, en fait. La psycha, c'est pas un champ homogène, comme le marxisme. Si je vous dis lisez le marxisme et que vous allez lire Francis Cousin, c'est qu'il y a un problème. Hein, pas du. Mais voilà, quand je vous dis lisez le marxisme, c'est dire il y a des marxistes qui sont totalement racistes, il y a des marxistes qui sont totalement autoritaires, il y a du mauvais marxisme, il y a du bon marxisme. Donc c'est pareil dans la psycha. Et je pense que pour revenir sur le débat, je pense que une des incompréhensions et une des choses qui ont pas permis la discussion entre moi et PsychoQuack, c'est qu'on avait deux manières différentes de penser la psychanalyse. Et je pense que lui était davantage dans la psychanalyse en termes de soins de personne à personne. Voilà, en termes de cure de personne à personne. Et moi, j'étais pas là-dedans, même si je suis pas d'accord avec la position de PsychoQuack. D'ailleurs, je vous invite à aller lire ce livre super intéressant, vraiment passionnant, celui-là. L'héritage politique de la psychanalyse pour une clinique du réel. Vraiment, moi, j'y comprenais rien à la psychanalyse et ça m'a permis de comprendre certaines choses et de voir que, en fait, même dans la psychanalyse, il y a certains psychanalystes, dans leurs soins, dans leurs cures, contestent les approches de Freud et aussi l'approche de la psychanalyse réactionnaire dominante aujourd'hui et surtout qui ne veut pas
remettre en question la question du complexe d'Oedipe. Voilà, par exemple, il y a des gens, ils m'ont dit, ah, mais pour toi, quand on viole, s'il y a quelqu'un qui est violé, c'est le truc du père et tout. Et ben justement, non, tous les psychanalystes ne disent pas ça. Beaucoup de psychanalyse, enfin beaucoup non, parce qu'en fait, le courant majoritaire est aujourd'hui réactionnaire et aujourd'hui conservateur. Et même sur les psychanalystes lacaniens, en fait, ceux que, par exemple, le psychoquac appelle les psychanalystes lacaniens, c'est ceux qui se fondent sur le premier Lacan qui a pas remis en question le complexe d'Oedipe, la centralité du complexe d'Oedipe. Or, dans la fin de vie de Lacan, il y avait une remise en question du complexe d'Oedipe, de sa centralité, et l'idée de voir différents angles et de dire que le complexe d'Oedipe peut faire pas, c'est déjà pas un truc universel, et peut faire partie d'un facteur comme un autre. Et d'ailleurs, pour les premiers à le dire, ça a été Deleuze et Guattari qui réhabilitent ce Lacan-là. Voilà, quand je vous disais que Lacan, dans la fin de sa vie, a beaucoup plus remis en question la centralité du complexe d'Oedipe, déjà dans les années 60, il commençait à enclencher ce mouvement. Il disait notamment, l'Oedipe, pourtant, ne saurait tenir indéfiniment l'affiche dans des formes de société où se perd de plus en plus le sens de la tragédie. Mais un mythe ne suffit pas de ne supporter aucun rite, et la psychanalyse n'est pas le rite d'Oedipe. Jacques Lacan, subversion du sujet et dialectique du désir. D'ailleurs, c'est super intéressant ce livre, et en fait, ça me redonne envie parce qu'en fait, j'avais commencé à lire Deleuze quand j'avais 20 ans et je comprenais rien, donc j'ai abandonné. Et en fait, lui m'a permis d'avoir une meilleure introduction à Deleuze et d'aller lire des trucs qui sont extrêmement passionnants. Et même toute l'idée... Oui, je suis d'accord, Pétrolos Deluxe, le complexe d'Oedipe, c'est pas non plus le truc simpliste qu'on en a fait, mais en fait, ce que montre le Florent Gabaron-Garcia, moi je vous promets, allez lire ce livre et même celui à la Fabrique, c'est que, en fait, pourquoi beaucoup de gens centrent sur une vision caricaturale, beaucoup de psychanalystes centrent sur une vision caricaturale du complexe d'Oedipe, et en fait, résument toutes les questions de révolte, même les révolutions politiques, à une relation bizarre, ambiguë avec le père et un truc infantilisant. C'est des gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes d'Oedipe, leur complexe d'Oedipe, c'est parce que c'est des bourgeois, en fait. Les psychanalystes qui utilisent cette théorie pour venir dire que ces révolutions-là, ces révoltes-là, c'est des trucs d'enfants, c'est pas tendu à la psychanalyse, parce qu'il y en a qui ont critiqué ça, qui ont dit non mais c'est n'importe quoi, et ça commence par Reich qui est actuel à Freud, qui était de la même époque de Freud, mais c'est juste parce que c'est des bourgeois et que l'ordre actuel leur plaît, et qu'ils essayent en fait de préserver l'ordre des choses. Et en fait, il y a déjà eu des psychanalystes qui ont critiqué ça. Et oui, nouvelle coupure, juste pour vous dire, voilà, dans l'idée de, comme je vous ai dit, de psychanalyse du temps de Freud, qui se sont opposés à une psychanalyse qui se limite à la bourgeoisie et aux individus. Il y a toujours eu une critique à l'égard de Freud et à toute cette idée de psychanalyse apolitique qui s'intéresse seulement à la cure interindividuelle. Et voilà, il y a eu toute une lutte au sein de la psychanalyse. Il faut rappeler que du temps de Freud, il y avait des psychanalystes qui étaient engagés dans les mouvements d'extrême gauche, dans les mouvements marxistes, dans les mouvements communistes. Et il y a eu une grosse opposition, notamment avec l'arrivée du fascisme, entre d'un côté des Freud et des Ernest Jones qui ont prôné l'apolitisme, la neutralité pour sauver la psychanalyse et ne pas s'engager contre le fascisme, et d'autres qui ont dit non, au contraire, les psychanalystes doivent s'engager dans la politique, ils doivent s'engager aussi dans l'antifascisme et être du côté des prolétaires. Je voudrais notamment citer Otto Fenichel, je le dis certainement très mal, et notamment on reprochait à Otto Fenichel de faire un lien entre la psychanalyse et la politique. Les psychanalystes reprochaient à Otto Fenichel, qui était psychanalyste, d'être trop politique, d'accord? Et lui leur répondait: si quelqu'un objecte qu'il n'est pas possible que des psychanalystes sociologiquement neutres embrassent partiellement un matérialisme historique encore discutable, il faut alors leur opposer une autre question. Comment un travail psychanalytique est-il possible à défaut d'une position sociale? Et donc déjà, il y avait des psychanalystes qui mettaient en avant l'idée qu'il fallait lier toujours aux structures et au positionnement social des individus, pour ne serait-ce que pour améliorer la cure, mais aussi pour agir dans la société. Oui, pour revenir aussi, en plus de Otto Fenichel, il y a aussi Reich qui ferraillait contre Freud durant la période de Freud, et qui disait... Alors je cite Reich qui parlait à Fenichel: le débat fondamental entre la psychanalyse du matérialisme dialectique et la psychanalyse bourgeoise. Attends, comment ça? Il y a différentes manières de faire de la psychanalyse. Il y a une psychanalyse matérialiste. Dis donc, c'est bizarre. On continue. Le débat fondamental entre la psychanalyse du matérialisme dialectique et la psychanalyse bourgeoise consistera en premier lieu à montrer où Freud, homme de science, est entré en conflit avec Freud, philosophe bourgeois.
où la recherche psychanalytique a rectifié le concept bourgeois de culture, où le concept bourgeois de culture a contrecarré et fourvoyé la recherche scientifique. Freud contre Freud, voilà le thème central de notre critique. La source: Wilhelm Reich, communication adressée à Otto Fenichel, a communiqué à tous les psychanalystes sympathisant avec le marxisme. C'est incroyable, hein? Sinon Reich parle de Freud. Parce qu'on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu un Freud jeune qui était beaucoup plus optimiste, qui n'a pas été désemparé par l'échec de l'URSS, de la révolution bolchevique, et qui même appelait à une psychanalyse qui s'occupe aussi des masses. Sur la critique aussi de la psychanalyse et de la psychanalyse apolitique, ça a été fait aussi dans les années 70 et notamment par Félix Guattari. Laissez-moi vous citer le propos de Félix Guattari qui est très intéressant et qui en fait rejoint qui critique plein de visions clichés sur la psychanalyse et en fait qui est la psychanalyse dominante, la psychanalyse majoritaire, mais qui est critiquée par d'autres psychanalystes. Je me réfère au fait que les psychanalystes disent qu'ils n'ont pas à se mêler de micropolitique, qu'ils n'ont pas à se salir les mains dans les réalités auxquelles ils sont confrontés, qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Ils sont dépositaires d'une science des mathèmes de l'inconscient, qui leur donne suffisamment de travail dans leur fauteuil. Ce qui fait que le reste de l'administration des problèmes, ils le laissent à des gens comme des assistantes sociales, les gardiens de prison, les infirmiers psychiatriques. De mon point de vue, ils sont simplement réactionnaires. Ils travaillent systématiquement à la consolidation d'une certaine production de subjectivité. Et plus ils sont efficaces, car ils sont très efficaces, et plus ils sont effrayants. Félix Guattari et Soiley Rolnik dans Micropolitique. Et Deleuze et Guattari ne sont pas du tout dans un rejet de la psychanalyse, au contraire, mais plutôt dans un rejet de la psychanalyse conservatrice et réactionnaire. Et moi, il y a des choses que je trouve excellentes et j'ai un petit exemple de ça, de comment la vision de Deleuze et Guattari peut servir dans des cures d'un point de vue individuel, même si c'est pas mon sujet. En fait, Deleuze, il reprend un patient qui a été étudié par Freud, qui est Schreber. Je crois que c'est Schreber, président Schreber. Et en fait, il reprend le patient avec les propos du patient et tout, et il propose une toute autre analyse. Et il montre que, en fait, Freud, enfermé dans son idée du complexe d'Oedipe et aveugle à toutes les conditions politiques et dans son pessimisme politique, a totalement mis de côté toutes les structures sociales qui peuvent aussi expliquer la folie du patient. Et il a cette phrase que je trouve extraordinaire. J'ai oublié de ramener le livre parce que j'ai souligné plein de trucs et tout. Il dit, mais en fait, on délire l'histoire. Et je trouve cette phrase incroyable. L'idée que c'est pas seulement le père qu'on délire ou quoi, mais c'est qu'on délire l'histoire. C'est que nos délires sont aussi pris dans les structures sociales et aussi dans ce qui nous a amené là, dans les situations sociales et dans l'histoire. Et cette idée de délirer l'histoire et de replacer les délires des individus à travers ce qui se passe dans le contexte actuel et aussi à travers toute l'histoire qu'on nous a racontée, qu'on a appris à l'école et tout, je trouve ça excellent parce que ça permet de mieux comprendre les raisons, les facteurs qui peuvent faire entrer des gens dans la folie. Il y a notamment Deleuze et Guattari qui s'éloignent eux totalement du complexe d'Oedipe, l'anti-Oedipe, et qui essayent de se rattacher au réel et qui essayent de se rattacher aussi aux structures et à l'histoire et à montrer qu'en fait les délires qu'on fait sont liés à l'histoire. Et ils ont cette phrase que je trouve assez belle et qui résume pas mal de choses, notamment sur le schizo. Et en fait, ils montrent que le schizo n'est pas coupé du monde, mais en plein dans le monde. Et quand il délire, c'est le monde qui l'entoure qui le délire, et pas le monde seulement actuel, mais aussi l'histoire qu'on lui a enseignée, l'histoire apprise, l'histoire dans laquelle il a été socialisé. Ils disent, on n'a jamais fait de l'histoire autant que le schizo, et de la manière dont il en fait. Il consomme en une fois l'histoire universelle. Et donc voilà, ils montrent que les schizos, les personnes atteintes de maladies mentales ne sont pas coupées du monde et qu'en fait leurs délires sont liés avec le monde dans lequel ils ont évolué, dans lequel ils ont été socialisés, dans lequel ils ont été structurés, et que tu ne peux pas faire abstraction des structures pour comprendre le délire des personnes. Et d'ailleurs, c'est Florent Gabarion-Carsa qui, après avoir étudié le cas, je vous en ai parlé dans le best-of, alors peut-être que je vais en parler plus tard dans ce best-of, le cas d'un patient comorien qui délirait, qui se prenait qui citait Malcolm X, qui citait Aimé Césaire et tout. Il a cette conclusion que je trouve très juste, qui dit « On ne délire pas son père ou sa mère, mais bel et bien l'histoire, les races, la littérature ». Et Deleuze et Guattari, ils insistent dans l'Oedipe, ils disent notamment « La schinoanalyse ne se cache donc pas d'être une psychanalyse politique et sociale, une analyse militante. Elle se propose de montrer l'existence d'un investissement libidinal inconscient de la production sociale historique. » On peut pas faire plus clair. Enfin, je pense, mais c'est peut-être parce que j'ai lu le livre, donc je pense que c'est clair.
Mais bref, de rattacher l'analyse de la folie avec l'analyse des structures sociales, quoi, et de l'histoire et de toute la production humaine. Voilà, tout simplement. Et pas seulement le complexe de type et le papa et la maman. Florent Gabaron-Cassé, il montre l'exemple d'un de ses patients, qui est un patient comorien et qui est vraiment en train de délirer de ouf. Vraiment délirer, il a même parfois du mal à parler. Et il est dans un délire sur les djinns, sur les noirs, sur les races, sur Malcolm X. Il délire comme ça et tout. Et donc, un psychanalyste conservateur aurait dit, bon, il y a un truc avec son père, il a mal réglé, mettez-lui des médicaments et ça dégage. Alors que là, déjà, il applique une autre méthode qui est aussi développée notamment par Deleuze et d'autres psychanalystes de gauche de l'époque, qui a l'idée d'accompagner le délire. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. L'idée d'accompagner le délire. De prendre au sérieux ce que dit le délirant. Donc déjà, d'accompagner le délire, de pas être tout de suite dans le truc, c'est faux ce que vous dites, c'est n'importe quoi, d'essayer de l'accompagner pour comprendre ce qu'il essaye de dire, pour comprendre ce qu'il essaye de véhiculer, pour comprendre son monde. Oui, il faut partir de ce que la personne dit, donc accompagner le délire. Et il montre que, en fait, il y a un truc qui a débloqué, je trouve ça, je vous jure, allez lire le livre parce que vraiment, les gens, j'ai trouvé ça émouvant, j'ai trouvé ça beau, c'est que, donc petit à petit, il parle avec le patient, c'est un patient comorien, il le voit délirer sur les djinns, et donc plutôt que de lui dire non mais c'est n'importe quoi les djinns, il dit ah bon il y a des djinns derrière moi, c'est quoi les djinns, qu'est-ce qu'ils me veulent, donc petit à petit il y a un échange qui est en train de se faire, et d'un coup il parle de Césaire. Le gars parle de Césaire. Florent Gabaron-Cassé, il explique que face à lui, il lui dit ah mais moi j'ai déjà lu Césaire. J'ai beaucoup aimé Cahiers d'un retour au pays natal. Voilà, Cahiers d'un retour au pays natal. Et il lui dit ça. Il voit qu'il y a un sourire du patient et que pour la première fois il lui sourit. Et il se dit ah mais si vous voulez pour les prochaines séances, ben on le lit tous les deux. Et à partir de là, il montre qu'il y a eu une amélioration de ouf et qu'en fait, au bout du processus, tu comprends qu'il y a eu tout un truc du racisme, que c'est un Comorien qui est arrivé en France, qui en France a été sans attache, qu'il a tout de suite, que c'était un grand étudiant aux Comores et qu'en France, il a été relégué dans les pires strates, dans les pires, le niveau bas de la société, dans les postes les plus dégradants et tout, et que petit à petit, ça lui a causé une folie. Ouais, l'ethnopsychiatrie, tu peux reprendre avec ça. Et donc, il montre que l'élément déclencheur, ça a été de relire Cahiers d'un retour au pays natal, et en fait c'est ça toute l'idée de délirer l'histoire, c'est-à-dire que il délirait sur Malcolm X, il délirait sur Martin Luther King, parce qu'en fait tout son délire c'était pas tendu à sa mère ou le complexe d'Oedipe ou que sais-je, mais à l'idée que il a vécu du racisme. Il a vécu du racisme et les idées de race, les idées de sont prégnantes dans la société. On est envahi de ça. C'est-à-dire que ça nous prend de toutes parts. Surtout quand t'es un noir ou t'es un arabe, tu ne peux pas échapper à tout ça. Donc, en fait, cette idée de reprendre en compte le contexte social et l'histoire et comment nous-mêmes on a intégré l'histoire et même le complexe d'Oedipe. T'as Deleuze qui montre que, mais en fait, le complexe d'Oedipe, s'il est aussi prégnant, c'est aussi parce qu'on est dans une structuration qui rend ça prégnant. On est dans une structuration patriarcale et tout, qui fait que, ça peut être beaucoup plus important pour des individus parce qu'on leur a inculqué ces idées-là. Donc voilà, vraiment rentrer en tête qu'il y a une psychanalyse qui n'est pas totalement idéaliste, qui n'est pas totalement conservatrice et qui justement lutte contre la domination d'une psychanalyse totalement autoritaire. Voilà, que ce soit du point de vue d'études plus globales, voilà, d'analyse plus globale que d'analyse plus individuelle. Dites-vous qu'il y a la psychanalyse, c'est comme l'anthropologie. L'anthropologie, à un moment où les dominants, c'était les colons. C'était ceux qui justifiaient l'ordre colonial, et ça existe encore un peu de l'anthropologie qui parle de sociétés primitives et tout. Voilà, et dites-vous que dedans c'est un enjeu de lutte et que c'est juste que du point de vue médical, les psychanalystes qui ont gagné et qui règnent pour l'instant, c'est des psychanalystes qui sont pas du tout matérialistes, qui sont conservateurs et qui défendent leurs intérêts bourgeois. Mais comme il y a aussi dans la psychiatrie, les enjeux de classe se jouent sur tous les sujets, pas seulement là-dedans. Et je voudrais revenir sur PsychoQuack. Je vois qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui sont énervés, en fait, qui me critiquent parce que j'étais énervé. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ça parce que autant je comprends la critique, oui, j'étais très très énervé, mais je trouve assez hallucinant qu'on me reproche d'avoir été énervé. Déjà, premièrement, je rappelle un peu pourquoi ça m'a énervé, la discussion avec PsychoQuack, parce que avant qu'on démarre l'émission sur le plateau, PsychoQuack, on parle vite fait et je lui dis, je m'énerve souvent. Oui, mais on va en revenir, je m'énerve souvent. PsychoQuack m'explique que Fanon, ça ne sert à rien, mais la psychologie sociale a déjà dépassé ce sujet, et explique déjà mieux le racisme. Et quand je lui demande si Fanon, s'il a lu Fanon, il me dit non. Les gens, moi je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas ma colère. Sur mon stream, il m'a dit ça. Il m'a dit, c'était dépassé. Pourquoi je suis venu énervé?
Et il a dit ça aussi sur le truc. Il a dit non, mais j'ai pas lu, mais c'est dépassé. En fait, ce qui m'énerve, c'est, je veux dire, d'un coup, j'ai un peu trollé, j'ai dit deux blancs qui expliquent le racisme à un arabe, et il y a beaucoup de gens qui ont dit oui Sam, tu forces et tout. Moi, je suis d'accord, je force un petit peu, mais moi, la question que je pose, sachant qu'on parle de santé mentale, de psychologie, de psychiatrie et tout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se demander mais pourquoi? Là, il y a deux blancs qui discutent calmement. Comment ça se fait que c'est moi qui suis énervé sur ce sujet-là? Ça a gâché la conversation. Bon, on va y aller. Comment ça se fait que c'est moi qui suis énervé? Il y a pas des raisons? C'est pas compréhensible que quelqu'un, moi, qui milite dans l'antiracisme depuis plus de 10 ans, qui lit plein de théories antiracistes et tout, voilà, qui est totalement là-dedans, voit un blanc arriver et qui me dit « Ah, mais Fanon, ça ne sert à rien, c'est dépassé, la psychologie sociale explique mieux le racisme. » Moi, je suis là en mode « Mais en fait, je veux dire, les gens, on va faire parce que vous me dites, je force. » Je pense que si on faisait l'expérience avec d'autres personnes, imaginons pareil, PsychoQuack et Paduring, qui expliquent par exemple à Morgan Merteuil que Federici s'est dépassé, tout ça ne permet pas d'expliquer le sexisme. La psychologie sociale explique mieux le sexisme, sans avoir lu de féministes, sans avoir lu Federici. Je pense que vous auriez dit, tu forces PsychoQuack. Je pense que ça vous aurait plus choqué. Moi, moi, ça m'a choqué que PsychoQuack, mais sans avoir rien lu sur l'antiracisme, me disent ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est pas ça ne sert à rien, c'est dépassé. Moi, je suis désolé, je te dis PsychoQuack, j'ai trouvé ça insultant. J'ai trouvé ça insultant, d'autant plus que tu ne t'es pas intéressé à ce sujet. Et après, il me dit ouais, mais moi j'aime ce qui est pragmatique. Mais gars, bah, allons dans le pragmatique. Pour lui, le pragmatique, déjà, première chose, qu'est-ce qu'il y a de plus pragmatique que Frantz Fanon? Frantz Fanon, il était psychiatre en Algérie. Il s'est dit, là, j'ai des patients à soigner. Je ne peux pas les soigner tant qu'il y a le colonialisme. Je vais rejoindre la résistance. Et le soin passera par la résistance. Le soin passera par la lutte armée. Qu'est-ce qu'il y a de plus pragmatique que ça? Je veux dire, moi, c'est hallucinant. Et surtout de dire, Fanon s'est dépassé. Je vous mets au défi d'aller lire Les Damnés de la Terre et de me dire que ça ne vous fait pas penser à la Palestine. Que ça vous fait pas penser à la manière dont Israël est en train d'humilier, de massacrer, de dominer les Palestiniens. Et je suis désolé, si tu vas pas dans le truc de psychanalyse, si tu vas pas dans le truc de jouissance de la domination, il y a plein de trucs que tu ne comprends pas. Pourquoi Israël fait des choses qui sont contre-productives? Pourquoi Israël, vous voyez les soldats qui s'affichent avec vous savez, qui s'affichent photos souriants avec Israël rasé, qui s'affichent avec les vêtements des femmes palestiniennes, qui s'affichent en train de les humilier. Ça, d'un point de vue seulement logique, c'est incohérent parce que ça nuit à la propagande d'Israël. Tu peux pas le comprendre sans comprendre tout le mécanisme psychique que a dévoilé Fanon, que a montré Fanon sur la colonisation, de ce désir d'humilier et de faire comprendre aux colonisés qu'il est rien, que si dès qu'il lève la tête, c'est même pas qu'il va mater sa résistance, c'est qu'il va l'humilier à tout prix. Donc moi, quand j'entends que Fanon est dépassé, ça me rend fou. Ça m'énerve, oui. Les gens, moi, ça me fait quelque chose. Et ce qui m'énerve, c'est que dans un truc sur la psychologie ou la psychiatrie, il y a personne qui se soit dit, mais comment ça se fait que Wissam s'énerve, ça le ronge, alors que les deux autres parlent calmement. Mais moi, je trouve que c'est un truc intéressant. Effectivement, PsychoQuack a pu parler calmement et Paduring a pu parler calmement. Mais comment ça se fait que moi, ça m'a énervé? Comment ça se fait que ça m'a... Vraiment, les gens, moi, au fond de moi, ça bouillait. Et même là, ça me boue. Même là, je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas ma colère. C'est ahurissant. Et d'ailleurs, c'est les mêmes. Ceux qui disent, Wissam, il s'énerve, c'est pas bien, il devrait expliquer plus calmement. C'est les mêmes qui sont en train de se branler, là, sur Kazay. Hein, vous vous rappelez Kazay? Tout le monde a partagé le truc de Kazay. Ouais, j'ai le droit de me mettre en colère. Je peux même te cracher à la gueule. Vous vous rappelez de ça? Le mythe du noir agressif, ça a toujours été pour le disqualifier de penser. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement.
puisque, en tout cas en Occident, la colère c'est l'ennemi de la réflexion. Ça c'est un truc paternaliste, c'est façon de dire que tu es primitif, tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça c'est une façon de te disqualifier, c'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois c'est un crachat dans ta gueule que j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça c'est réel. Ça c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire, à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaire. Mais c'est pas un degré d'insolence incroyable, ça? Tout le monde a partagé ce truc, et là d'un coup, oh non, faut parler calmement. Moi, je suis désolé, moi, quand il m'a dit, Fanon s'est dépassé, la psychologie sociale s'explique mieux, alors qu'il n'a rien lu de Fanon, j'avais envie de lui cracher à la gueule. Vraiment. J'étais en mode, gars, et je suis pas en train de dire que la psychologie sociale n'explique rien. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit, la psychologie sociale ne sert à rien. Ok? J'ai jamais eu ce mépris de dire ça ne sert à rien sans l'avoir lu. C'est une folie. C'est une folie. Et je suis persuadé, si c'était une autre personne que moi, c'est-à-dire si c'était deux mecs qui expliquaient à une féministe que cette autrice, je sais pas, des pentes, ça ne sert à rien, je l'ai pas lu, mais ça sert à rien, mon domaine l'explique mieux, ou à un LGBT que, ah non, mais Judith Butler, ça sert à rien, ça n'explique rien, ma théorie l'explique mieux, ça aurait énervé tout le monde. Ça aurait énervé tout le monde. Mais comme c'est nous, comme c'est la théorie antiraciste, on s'en bat les couilles. On peut dire. D'ailleurs, Norman Ajari, il avait dit un truc très intéressant sur ça. Il avait dit, mais c'est bizarre. Mais dans les sciences humaines, tout le monde est vraiment. Moi, c'est mon domaine, c'est ça. Je vais pas parler de telle période de l'histoire parce que je la connais pas. Mais sur l'antiracisme, tout le monde peut y aller. Tout le monde est expert. Tout le monde peut y aller et sans avoir lu les théories antiracistes, peuvent dire ça sert à rien, ça sert à rien. Moi, vraiment, ça m'a énervé, ça m'a fait quelque chose, quoi. J'étais là, et même, tu sais, en fait, même la psychanalyse, ce que dit Fanon dans Peau noire, masque blanc, d'ailleurs, sur la sexualisation. Ouais, c'est dépassé, le truc de sexualisation et tout. Comment Bayrou, il a, et tu sais, le noir comme un pénis, il écrit ça, Fanon. Le noir, c'est dans la tête de l'imaginaire blanc, c'est la virilité qu'il faut dompter, c'est le pénis ambulant. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'il a dit, Bayrou, pour dire qu'il était pas raciste? Vous vous rappelez? À l'Assemblée nationale. De son ami noir qui faisait quoi? Il faisait quoi, son ami noir? Le noir qui pécho. Ouais, le noir, il avait toutes les meufs et on n'était pas jaloux, hein. Non, on était là. Enfin, non, mais c'est les gens, mais il y a juste à voir. Regardez tous les, je veux dire, tu ne peux pas comprendre le racisme sans aller dans les trucs inconscients et dans les trucs profonds et dans les trucs de libido. Regardez tous les délires déjà sur tous les délires sexuels autour des Noirs, des Arabes. Regardez les fachos par rapport aux femmes arabes qui portent le hijab. Le hijab, j'ai parlé comme Jamil Le Schlag. C'est une folie, tous les délires qu'il y a autour de ça. Les gens, c'est central. La question de la libido, la question de la sexualité, la question du désir, la question de l'accès à ses corps, la question de la frustration, la question de volonté de domination, de volonté d'humiliation, c'est central pour comprendre aussi le racisme. Ça veut pas dire que la question économique n'est pas centrale non plus, mais ça doit venir là-dedans. C'est dans notre quotidien. Et d'ailleurs, je veux dire, moi, on me dit que je m'énerve vite. Et moi, je suis d'accord, je m'énerve vite, hein. Moi, je suis quelqu'un de tendu. Et on me reproche souvent de me sentir vite attaqué et tout. Et moi, je suis totalement d'accord. Je me sens vite attaqué et tout. Mais je pense que, et beaucoup d'Arabes ou de Noirs, si on a ce truc de tension, c'est pas anodin. C'est pas, je veux dire, tout le cliché des Algériens tendus. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est aussi lié aux structures, qui est lié à notre vécu, qui est lié à notre quotidien. Moi, les gens, je pense que là, je parle aux blancs. Je pense que vous savez pas ce que c'est d'être noir et arabe et de vivre. Et je veux dire, moi, simplement le regard des gens. Moi, combien de fois j'ai eu, même dans ma belle famille, hein, des gens, Marie qui me dit, ah mais tu sais que au départ, ils avaient un peu peur de toi et au final, ils t'aimaient bien. Vous croyez qu'on le ressent pas, ça? Vous croyez qu'on le voit pas? Comment vous dire, on arrive dans une pièce, il y a des blancs, simplement le regard, et voilà, d'être sur nos gardes, et d'essayer de montrer la meilleure présentation de soi-même, et d'être toujours en mode, oulala, attention, les blancs fragiles qui nous regardent avec de la suspicion, qui sont là en mode, oula, est-ce que c'est un sauvage et tout? Les gens, c'est H24. C'est perpétuel. Oui, c'est comme les meufs hystériques, bah, bien sûr. Totalement. Je veux dire, il y a tellement, et en plus d'être musulman, barbu, et tu vas... moi, j'étais au salon de l'agriculture. J'en ai pas parlé, mais au salon de l'agriculture, moi,
je veux dire des questions tout simples que vous dites pas quand vous êtes blanc. C'est, moi j'ai un peu peur d'aller demander un truc comme ça parce que je pense qu'il va pas m'aimer, il va dire t'es un arabe, j'ai rien, tu vois. D'aller demander des échantillons, de regarder comment les gens te regardent parce que c'est le salon d'agriculture, il y a quand même pas mal de blancs un petit peu fachos. Tu vois, les regards comme ça, appuyants et tout. Ouais, je veux dire, ça c'est des choses que vous ne pouvez pas connaître et qui, effectivement, jouent dans la tension, jouent dans la manière dont on se sent vite attaqué, vite ciblé. Voilà, je veux dire, il y a des frustrations comme ça qui se jouent. Donc c'est pas anodin que, je veux dire, les Noirs et les Arabes sont certainement plus tendus, oui, c'est vrai, mais c'est pas anodin. Et je pense que c'est aussi lié au fait que on est beaucoup plus attaqués. Je veux dire, les gens, c'est H24, tous les jours, il y a une polémique sur nous. Tous les jours, on est décrit comme des dangereux, on est décrit comme des malades, je veux dire, je comprends pas comment tu peux pas comprendre qu'on est tendu. Et je sais pas, mais il y a des trucs qu'on peut pas parler, mais il y a plein de fois où on s'est fait cancel parce que vous êtes entouré de Noirs et d'Arabes. Pas vrai? Oui, c'est vrai. Ouais, je veux dire, les gens, moi, je veux dire, il y a plein de trucs, t'es là. Moi, les gens, plusieurs fois, je leur ai dit, est-ce que je peux venir? Je sais pas. Tu vois, quand on est allé voir parfois des gens de la FI, j'étais en mode, je sais pas, peut-être que ça va être mal vu. Ça, je suis témoin. Ça, oui. En fait, les gens ne se rendent pas compte parce que, en fait, je pense aussi que ta solidité et le fait de dire, je veux pas montrer que ça me touche, ils ne se rendent pas compte que c'est une question permanente dans ta tête, le racisme et le fait que ça te rend les choses inaccessibles. Et que nous, on le voit, mais en fait, surtout, c'est qu'il y a le fait que t'es arabe et il y a tes positions politiques aussi qui font. Oui, bien sûr, oui, c'est pas le seul fait d'être arabe. Les deux en même temps. Et c'est vraiment de la souffrance. Moi, je le vois, genre l'exemple du CNC, on s'engueule un peu dessus, etc. Mais moi, je comprends pourquoi Wissam, ça le fait bader de faire des dossiers CNC parce qu'il sait qu'il a un filtre supplémentaire aux autres, c'est le racisme, en fait. Et du coup, il se fait à devoir bosser des jours sur un dossier sur lequel il a conscience que rien que son nom et sa tête lui donnent un obstacle. Et nous, on est obligé de lui dire non, fais-le quand même, alors parce que il y a toujours moyen que ça passe quand même, mais tout le monde sait très bien dans la pièce qu'il part avec un malus. Et ça, c'est des réflexions permanentes, quoi. Il y a eu soir Rio quand il a fait le truc, c'était de dire proche de Boutedja et de Wissam. Daniel Raz. Oui, c'est ça. Mais bref, voilà, moi, c'est vraiment ça le truc que, on est tendu, on est sur la défensive, mais oui, effectivement, on est sur la défensive, mais c'est pas anodin. Moi, je comprends mieux maintenant qu'un blanc m'explique. Non, mais voilà, je veux dire, moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut pas comprendre ça, comment, oui, je suis tendu et que je vois quelqu'un, un blanc, que j'ai jamais vu dans le milieu antiraciste, dans le milieu politique antiraciste, nous dire, ça ne sert à rien. Je veux dire, il parle de pragmatique, psycho-quack. Ah, moi, je veux pas parler de ça, moi, je veux être pragmatique. Mais, je veux dire, dans tout l'antiracisme politique, qu'est-ce qu'il y a plus de pragmatique que tout l'antiracisme politique s'est mobilisé, notamment via la lecture de Fanon. Fanon, c'est central dans l'antiracisme politique. C'est central. Retrouvez-moi, les gens, trouvez-moi un militant politique de l'antiracisme politique qui ne dit pas que Fanon, c'est essentiel pour comprendre le racisme. Et donc, et pour comprendre aussi pourquoi nous on a bougé, parce que Fanon, il n'explique pas seulement d'où vient le racisme, il explique aussi comment on peut lutter contre ce racisme. Et donc, voir quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu antiraciste, qui a jamais agi dans l'antiracisme politique, dire ça ne sert à rien, ça me... Moi, les gens, j'étais estomaqué. Sincèrement, je vous le dis, j'étais estomaqué, non mais... Je veux dire, c'est central pour nous, il y a quelqu'un qu'on l'a jamais vu lutter dans le terrain pour ça, et qui dit ça, et de voir les gens qui disent, oui, Sam. Et il y a des gens qui me disent, c'est quoi le rapport avec la psychanalyse et Fanon? Mais Fanon a étudié comment l'oppression, comment le fait d'être dominé, comment le fait d'être sur le qui-vive, ça joue sur la santé mentale, et ça joue aussi sur le physique, ça joue sur les rêves, ça joue sur le... Je pense qu'il faudrait faire des stades sur les maladies cardiovasculaires des Arabes ou des Noirs en France. Il faudrait faire des stades sur ça. Je pense que ça existe et voir à quel point je suis persuadé qu'on doit être plus affecté par les maladies cardiovasculaires, notamment à cause de cette tension, à cause de ce stress, à cause de ce regard, à cause de cette, de cette parano qu'on peut avoir, qui alimente, qui nous stresse, qui joue. Moi, je veux dire, les gens, je suis tendu, hein. Je suis tendu. Je veux dire, dès que ça parle de ça, je suis vraiment tendu. Et moi, le summum de ça, les gens, c'est que il m'a envoyé un article. PsychoQuack m'a envoyé un article. Il a dit, Fanon, il a dit que c'était super cool. Voilà, je lui reconnais ça. Mais il m'a envoyé un article pour me dire la psychologie sociale explique mieux le racisme que les autres et que la psychanalyse, faut le jeter. Il m'a envoyé un article. Les gens, j'ai fait non, mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Les gens, alors, on va déjà, je vous ai traduit les trucs. Je vous montre. Hein. On va déjà page 14. Tout ce truc-là.
Là, je vous ai traduit tout ça. Regardez, ok? Je vous ai traduit tout ça. C'est là. La psychologie sociale et la psychanalyse ont produit des subjectivités individualistes et singulières, ainsi que les dispositifs de surveillance et de confession calculables qui ont permis une nouvelle forme de domination à la fin de la modernité. Les enquêtes sur les attitudes raciales, les sondages d'opinion et les profils de stéréotypes ethniques-nations ont tous fait partie des nouvelles technologies de la psychologie. La mission était d'humaniser une nouvelle forme de gouvernance. Il n'y a aucune raison intrinsèque pour que l'analyse du discours ne soit pas une autre technologie. Deux approches récentes. Alors, donc là, en gros, dans tout l'article, il fait une critique d'une approche, pas seulement de la psychanalyse, mais aussi de la psychologie. En disant, parfois, pour comprendre le racisme, c'est un peu trop individualiste. Ça peut servir les trucs de domination, les formes de contrôle du gouvernement et tout. Voilà. Il continue. Deux approches récentes du racisme avec des implications différentes pour les politiques de résistance se tiennent quelque peu à l'écart du courant dominant. L'une ou l'autre, ou les deux, pourraient facilement être cooptées et intégrées dans le projet principal d'humanisation. La position de la psychanalyse est également ambivalente. Cependant, en refusant de laisser engloutir par le pessimisme que je propose que les positions progressistes de chacun des camps, trop délimitées du constructionnisme, de la thématisation intergroupe et de la psychanalyse, puissent entrer suffisamment en résonance avec les thèmes marxistes pour offrir de meilleures stratégies de résistance au racisme. Voilà. Donc, première ouverture de se dire, ouais, ok, ça peut être réactionnaire, mais c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini le CSC. C'est pas fini. On va à page 16. Cornel West. D'ailleurs, j'ai oublié de citer Cornel West aussi, hein. Dans le mode antiraciste, marxiste, qui mélange l'antiracisme, le marxisme, le décolonial et la psychanalyse. On continue. Donc, Cornel West. Là, Cornel West propose, je vous ai traduit là, à partir de là, ok? Il propose une telle vision, une analyse du racisme fondée sur le matérialisme généalogique qui fusionne le meilleur du marxisme critique avec des éléments de la théorisation psychanalytique et post-structuraliste. Et en fait, là, ils disent que, dans l'article, ils disent que, c'est super intéressant la position de Cornel West. Vous voyez? Cornel West, c'est vraiment la figure de celui qui essaye de mélanger psychanalyse, marxisme, psychologie, post-structuralisme, qui essaye de piocher un peu partout pour essayer de mieux comprendre le racisme. Et enfin, on va à la conclusion de l'article. Les gens, on va à la conclusion de l'article, qui est là. Tac. Ici. Je vous l'ai traduit. Puisque ni la psychologie ni le marxisme ne sont figés, il semble qu'il n'y ait aucune raison de ne pas lutter pour la meilleure forme de théorisation en s'appuyant sur différentes positions du marxisme, de la psychanalyse, du post-structuralisme et de la psychologie afin de poursuivre la lutte contre le racisme. C'est l'article qui m'a dit, il faut lire ça, hein. Ça m'énerve parce que je suis désolé, on va relire la conclusion, là, je suis désolé. Puisque ni la psychologie ni le marxisme ne sont figés, il semble qu'il n'y ait aucune raison de ne pas lutter pour la meilleure forme de théorisation en s'appuyant sur différentes positions du marxisme, de la psychanalyse et du post-structuralisme et de la psychologie. Les gens, c'est ma position depuis le début. C'est bien, tu vois, il est d'accord avec toi. Non mais, c'est ce que je dis depuis le début. Depuis le début, je vous dis qu'il faut aussi, d'ailleurs, faut pas jeter la psychanalyse comme ça, comme s'il y avait rien d'intéressant là-dedans. Pour comprendre le racisme, il y a des choses intéressantes dans la psychanalyse. Je comprends pas. Je veux dire, ok, donc on est d'accord. Donc on en vient à la conclusion que il ne faut pas rejeter toute la psychanalyse. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je rappelle, et ça c'est aussi pour comprendre le fascisme, les gens. Moi, je pense que si vous allez sur le fascisme seulement d'un point de vue dogmatiquement marxiste, vous allez rien comprendre. Et notamment la critique qu'a fait Reich et qu'ont repris Deleuze et Guattari, c'est l'idée de dire, mais les gens ne votent pas RN ou Trump juste parce qu'ils sont dupés. Tu sais, on a l'impression qu'ils votent Trump ou Le Pen parce que c'est eux qui défendent mieux nos intérêts. C'est pas que ça. C'est que, comme dit Deleuze, il utilise spécifiquement ce mot, ça les fait bander. Ça les fait bander. Il y a un désir de fascisme. Sur le fascisme. Deleuze et Guattari, encore dans l'anti-Oedipe. Comme dit Reich, l'étonnant n'est pas que les gens volent, que d'autres fassent grève, mais plutôt que les affamés ne volent pas toujours et que les exploités ne fassent pas toujours grève. Ça, c'est une vraie question. Je veux dire, ce qui est fou, c'est pas que les gens font grève, c'est que les prolétaires ne font pas tous grève. C'est une vraie question. Je trouve ça très intéressant comment il retourne le truc. Je continue. Pourquoi des hommes supportent-ils depuis des siècles l'exploitation, l'humiliation, l'esclavage, au point de les vouloir, non seulement pour les autres, mais pour eux-mêmes? Jamais Reich n'est plus grand penseur que lorsqu'il refuse d'invoquer une méconnaissance ou une illusion des masses pour expliquer le fascisme et réclame une explication par le désir. En termes de désir. Non, les masses n'ont pas été trompées. Elles ont désiré le fascisme à tel moment, en telle circonstance. Et c'est en cela qu'il faut expliquer cette perversion du désir grégaire.
trouve ça incroyable. Et pour moi, je suis désolé, ça explique, je veux dire, ça me permet d'ouvrir l'analyse, d'ouvrir le champ d'analyse sur des phénomènes comme Trump, les gars. Je veux dire, l'engouement que suscite Trump. C'est pas juste des gens qui sont trompés, quoi. Ils ont envie de ça. Tu vois qu'ils bandent de ça. Et donc là, citation de Deleuze et Guattari, je crois que c'est encore dans le Diotype, c'est ça, sur bander. Le fascisme qui fait bander. Une forme de production et de reproduction sociale, avec ses mécanismes économiques et financiers, ses formations politiques, etc., peut être désirée comme telle, tout ou partie, indépendamment de l'intérêt du sujet qui désire. Ce n'est pas par métaphore, même par métaphore paternelle, qu'Hitler faisait bander les fascistes. Ce n'est pas par métaphore qu'une opération bancaire ou boursière, un titre, un coupon, un crédit, font bander des gens qui ne sont pas seulement des banquiers. Et l'argent bourgeonnant, l'argent qui produit de l'argent. Il y a des complexes économico-sociaux qui sont aussi de véritables complexes de l'inconscient et qui communiquent une volupté du haut en bas de leur hiérarchie, le complexe militaire industriel. Et l'idéologie, l'Oedipe et le phallus n'ont rien à faire ici, parce qu'ils en dépendent, au lieu d'être au principe. Le désir est partout où quelque chose flue et coule, entraînant des sujets intéressés, mais aussi des sujets ivres ou endormis vers des embouchures mortelles. Ouais, je trouve ça trop cool, hein. Et je pense que c'est un peu ardu parfois pour les gens qui n'ont jamais lu de Deleuze ou Guattari ou de psychanalyse et tout, mais je trouve ça très intéressant, et même l'idée de production désirante qui en fait essaye de donner une temporalité spécifique à l'inconscient, de ne pas extraire notre inconscient, nos désirs, notre libido dans un truc anhistorique et intemporel, et de le resituer aussi dans le contexte socio-économique dans lequel il évolue. Moi, c'est ça que je trouve passionnant là-dedans. Et d'ailleurs, il pense la production désirante en tant que prise dans le rapport social, dans ses conflits et ses modalités. Tel est le facteur actuel. Et il continue, aussi, ce facteur n'est-il ni privatif ni ultérieur. Constitutif de la vie pleine du désir, il est contemporain de la plus tendre enfance et l'accompagne à chaque pas. Ça veut dire que ça ne se limite pas à l'enfance. Il ne survient pas après Oedipe. Il ne suppose en rien une organisation oedipienne, ni une pré-organisation pré-oedipienne. Au contraire. Écoutez, au contraire, écoutez bien. Écoutez. C'est Oedipe qui en dépend. Soit comme un stimulus de valeur quelconque, simple inducteur à travers lequel se fait dès l'enfance l'organisation anodipienne de la production désirante, soit comme effet du refoulement-répression que la reproduction sociale impose à la production désirante à travers la famille. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ça. Et encore une fois, les gens, si ça vous paraît un peu abstrait parce que vous connaissez pas trop le terme, mais je vous invite encore une fois allez, faites un test, faites juste un petit test et lisez, par exemple, ce livre. Lisez-lui. Oula. C'est pas ouf. L'héritage de la psychanalyse, il y a trop de lumière. Mais voilà, faites un test et allez-y, ça peut être intéressant. Vous avez des trucs et après, au pire, bon, bah, voilà, vous avez lu un livre qui vous a pas convaincu et puis c'est tout. Vous n'avez rien à perdre. Que le désir. C'est pas seulement qu'ils sont trompés. Trompés, tu sais, on aura l'impression que c'est contre leur volonté, on est trompé, on vote ça sans... Non, il y a une véritable adhésion du fascisme. C'est un truc qui les fait rêver. Trump, tous les clips autour de Trump et tout ça. Faut arrêter de penser que les gens sont seulement dupés, qu'ils ne comprennent pas leurs intérêts et que comprendre aussi en termes d'envie, en termes de désir. Et c'est aussi peut-être pour ça que il y a des choses que nous, on n'y arrive pas. Et moi, je pense aussi, il y a un truc qui me fait très peur dans la position de psychoquac, c'est la position scientifique. C'est se dire, moi, j'ai cette position parce que la science prouve que cette position est juste. Moi, déjà, elle est effrayante parce que ça veut dire qu'il y a 150 ans, il aurait certainement été raciste. Hein? Scientiste, oui, scientiste. Parce que je veux dire, la science, elle est pas neutre, les gens. Elle n'est pas du tout neutre. Le consensus scientifique, c'est aussi un enjeu de lutte. Et je rappelle que aux États-Unis, il y a des grands scientifiques aux États-Unis sur la génétique et tout qui essayent de réhabiliter les races biologiques. Oui, scientistes, positivistes, oui. Bref, vous m'avez compris. Mais faut être vraiment prudent sur la science. Vraiment prudent.
Et je suis pas dans un discours anti-scientifique. Il faut se baser sur la science, mais ne pas croire que la science est quelque chose qui est en dehors des structures sociales, qui est neutre, qui est totalement objective. Elle est aussi sujette au contexte socio-économique, et qu'il y a une période où la science a justifié le nazisme a su se justifier par la science. La colonisation a su se justifier par la science. L'esclavage a su se justifier par la science. Voilà, bref, avoir un retour. Vraiment, faites attention à le truc. La science dit ça, donc c'est vrai, donc j'ai cette position politique, parce qu'elle est dangereuse. Et surtout, c'est pas... Il y a un truc qu'il faut se rentrer dans la tête. C'est pas en montrant aux gens que par A plus B qu'ils ont raison, qu'on a raison, que les gens vont être d'accord. Je veux dire, c'est pas seulement en montrant que, à travers cet article académique 100% sourcé, qui est, incritiquable, que les gens vont être convaincus. Et je pense que le meilleur exemple de ça, de cette limite de convaincre les gens en ayant raison, en ayant la science, en ayant les faits avec nous, c'est que c'est Trump. Trump, il s'en bat les couilles. Trump, il dit des trucs, il sait que c'est faux. Tout le gouvernement Trump s'en bat les couilles de la vérité. Ils disent que les gens veulent entendre, et les gens eux-mêmes savent très bien que c'est pas vrai. Tout le truc sur les réchauffements climatiques et tout, je suis persuadé qu'ils savent très bien que c'est la merde, mais bon, ça les rassure de voir Trump. Ah, c'est des 500 ans, on s'en fout, c'est des fake news. C'est juste, ça les fait bander. Oui, masque-nous la vérité, vas-y. Et donc, moi, je pense que aussi, il faut se dire, donc il faut essayer de voir comment on peut parler à ça, comment on peut parler à ses affects, prenez les termes que vous voulez, mais à cette envie, comment on peut donner un désir là-dedans. Et je pense que j'ai parlé de psychanalyse, mais j'ai le même avis pour d'autres trucs, c'est-à-dire même l'argument de c'est pas scientifique. Et alors, la poésie, c'est pas scientifique, tu peux apprendre plein de choses avec la poésie, tu peux combattre plein de choses avec la poésie. L'art, c'est pas scientifique, l'art permet de comprendre plein de choses, permet de faire, de diffuser des sentiments, des compréhensions d'un monde que tu ne pourrais pas avoir avec d'autres matériaux. Donc, faut arrêter de se bloquer sur c'est pas scientifique, je le rejette, et se dire qu'il faut aller sur tous les terrains. Non, il se gêne pas, Raz, il est en train de travailler, miskin. Mais voilà. Les gens, je crois que j'ai tout dit, non? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai tout dit, hein. Mais bref, voilà, moi, l'avis que j'ai, les gens, ma conclusion depuis le début, c'est pas, ne lisez pas Psycho Quack ou lisez pas de la psychologie sociale, lisez tout. Il y a des choses intéressantes partout. Arrêtez avec le dogmatisme, arrêtez avec l'idée de, c'est pas marxiste, donc je vais pas le lire. Lisez, il y a des choses passionnantes dans plein de trucs. Et lisez de la poésie, lisez des trucs sur l'art. Moi, je suis en train de lire un livre, là, de Pastoureau sur la couleur verte. Et j'apprends plein de trucs, c'est passionnant. Et ça peut servir, on sait jamais, tu vois, il y a vraiment... Bref, arrêtez de vous mettre des œillères comme ça en mode, non, pas la psychanalyse. Il y a des trucs très intéressants dans la psychanalyse. La psychanalyse est un champ de lutte dans lequel, pour l'instant, c'est les conservateurs, les réactionnaires, les bourgeois qui gagnent et qui donnent une vision totalement catastrophique et qui sont des dangers ambulants contre lesquels il faut lutter, parce que moi je suis d'accord que la psychanalyse mainstream actuelle en termes de soins, en termes de cure, elle est catastrophique, il faut lutter contre ça. Sauf qu'il y a des gens qui ont déjà fait cette critique dans la psychanalyse. Allez lire Deleuze, allez lire Guattari, allez lire ce super livre, je réinvite Lacan, même ça, les enjeux sur Lacan. Mais Lacan, c'est comme Marx, les gens, il y a des gens qui récupèrent Marx pour faire des trucs. Il y a Soral qui récupère Marx. Voilà, se dire que c'est un enjeu de lutte, et il y a des psychanalystes qui sont matérialistes, qui sont marxistes, ça a toujours existé, et qui disent que mais il y a un truc, il y a un blocage, de toute manière il y a un blocage, c'est que vous ne pourrez jamais soigner les gens totalement. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire soigner? Mais les gens ne seront jamais soignés totalement, ne seront jamais sains dans le système capitaliste. Voilà. Allez voir, je vous ai dit, le collectif socialiste des patients, qui a une expérience allemande extraordinaire et qui explique qu'en fait, on est tous malades du capitalisme. Le capitalisme nous rend malades, nous baisse de partout, dans notre imaginaire, dans nos fantasmes, dans nos pulsions, dans nos désirs, dans nos envies, dans notre manière d'imaginer un autre monde. Allez lire Mark Fisher. Bref, voilà. Il y a des choses qui peuvent, lutter contre les psychanalystes réactionnaires. Voilà. C'est bon? On est d'accord, on peut pas juste laisser le terme psychanalyste au réac et choisir le nôtre. Bah oui. Ah bah bien sûr. Dans notre santé, bien sûr, dans notre santé. Moi, il y a plein de trucs en lisant Fanon sur comment le racisme t'impacte mentalement, psychiquement et tout. Moi, ça m'a beaucoup aidé, hein. Encore une fois, il n'y a pas besoin de la psychanalyse. Oui, ok, oui. Oui, Fanon n'avait pas besoin de la psychanalyse pour arriver à cette conclusion, sauf que bizarrement, il a fallu un Fanon qui a été formé par des psychanalystes comme Tesqueuillès pour arriver à cette conclusion. Mais oui, dans le monde de l'abstraction, il n'y a pas besoin de la psychanalyse. Non, mais il est très bien. En fait, vous êtes en train de créer un monde qui n'existe pas. Voilà. Bref, allez. Surtout, moi, juste vite fait, ce que je comprends pas sur l'argument, il n'y a pas besoin. À la limite, si Fanon était arrivé à ces conclusions-là sans la psychanalyse,
Bah très bien, mais vu qu'il est arrivé avec, qu'est-ce que ça vous change de parler du fait qu'il est arrivé à ces conclusions avec la psychanalyse? Genre, enfin, de fait, matériellement, c'est ce qu'il a fait. Vous pouvez dire qu'il avait pas besoin, donc c'est quoi? Vous voulez aller voir Fanon en 60? C'était quelle année? Oui, c'est ça, années 50, oui, 60. Ouais, 50, 60. Années 50, 60, et lui dire, ah non, t'es nul, t'as pas besoin. Mais en fait, genre, c'est un constat, moi je trouve que c'est même pas péjoratif ou amélioratif, c'est juste de fait. Il est arrivé à cette conclusion avec la psychanalyse, il serait arrivé par un autre chemin, il serait aussi basé, c'est pas mieux parce qu'il l'a fait avec la psychanalyse, c'est juste que c'est arrivé. Matériel, il a fait ça avec la psychanalyse, point. C'est tout, genre, il y a pas de discussion. Et avec le marxisme, il aurait pu sans, il aurait pu avec. De fait, c'est ce qui s'est passé. Je vois pas ce qu'il y a à dire de plus. Oui, genre, oui. Et ce que je trouve fou, c'est que la psychanalyse, les gens nient ses effets. Rappellent quand même que la puissance du marketing et de la pub a été inspirée par des psychanalystes. Ça veut dire que quand même, il y a une partie de toute l'idéologie capitaliste publicitaire qui est basée sur la psychanalyse. Non mais, et que en fait la psychanalyse a réussi à faire du mal à tellement de gens. Et vous déniez le fait que possiblement, à un moment dans l'histoire, elle ait pu servir aussi à penser des trucs bien. Moi, tu sais, genre, on dirait que elle, en gros, pour eux, elle n'a pas d'effet. Genre, enfin, je sais pas, genre, c'est... Ouais, je finis le avec marketing, c'est les neurosciences, mais c'est pas... Mais vous avez déjà lu l'histoire de la publicité? Genre, vraiment, les premiers publicitaires étaient matrixés par Freud. Et, bien sûr, que le marketing, après, a dérivé avec d'autres outils. Mais la psychanalyse a aussi servi à... En fait, je comprends pas que vous pointiez l'outil. Oui, genre c'est vraiment désolé. Non, mais à chaque fois, tu vas leur dire des auteurs, ouais, mais sans la psychanalyse, ça serait bien aussi. Mais ça n'a pas de sens. Et il y a quelqu'un qui dit, c'est grâce à la psychanalyse. Mais c'est pas que grâce à ça. Je vous dis pas, il y a que la psychanalyse. Il y a le marxisme, il y a la lutte, il y a le fait qu'il ait fait de la psychiatrie. Il pense, en fait, moi, tu peux décloisonner les trucs. Moi, je trouve qu'il croit que tu dis qu'il faut utiliser la psychanalyse, alors que moi, perso, je sais pas si t'es d'accord, moi, mon argument, c'est que il faut arrêter. C'est un outil, ouais. Il faut arrêter de disqualifier les gens qui utilisent la psychanalyse parce qu'ils utilisent la psychanalyse. Ça veut dire qu'il faut aller voir dans la profondeur de ce qu'ils disent. S'ils utilisent la psychanalyse pour dire que tout le monde veut coucher avec son papa ou coucher avec sa maman et tuer son papa, c'est de la merde. Genre, c'est le but, c'est de savoir qu'est-ce que t'en fais, en fait. Et si il y a un autre auteur ou un autre autrice qui a les mêmes conclusions sans en passer par la psychanalyse et qui est basé, Wissam ne lit pas que des gens fans de psychanalyse. Ça ne... En fait, le truc, c'est que le problème, c'est qu'il y a une guerre ouverte de pas du ring, position revue avec Frédéric Lordon. Et que, en fait, eux, ils se disent, les gauchistes sont fans de Lordon, donc faut qu'on soit anti-psychanalyse, et du coup, ça les rend caricaturales sur l'histoire de la psychanalyse. Et la vérité, c'est que la guerre avec Wissam, moi, je pense que ce n'est pas une guerre sur la question de la psychanalyse, c'est une guerre sur la question de le marxisme. Est-ce que il est possible d'amender, de nourrir le marxisme de d'autres pensées, ou est-ce que l'épistémologie marxiste se suffit à elle-même? Voilà le vrai débat. Et en dehors de la psychanalyse, ce débat-là n'est pas tranché. Genre, c'est ça la vérité, c'est que Wissam, il est en mode, le marxisme doit être nourri de d'autres pensées. Et le problème, et j'en reviens, le problème, c'est que beaucoup de gens, les seuls marxistes qu'ils ont devant eux, c'est pas du ring et position revue. Parce qu'ils vont pas lire les autres. Et moi, encore une fois, je répète, juste pour terminer sur ça, c'est que tous les marxistes que j'ai invités depuis le début sur les Talk Oui Oui ne sont pas dans cette position de il faut abandonner la psychanalyse. Voilà. Je veux dire, et pourtant, je pense qu'ils sont tout autant, voire plus, qui connaissent tout autant, voire plus le marxisme que position revue et pas du ring. Les gens, je vous parle vraiment de militants qui écrivent des articles et qui luttent depuis des années, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est bon? On va terminer là. Bref, encore une fois, arrêtez de vous bloquer sur ça, allez lire partout. Et il y a des choses intéressantes partout. C'est des boîtes à outils. Il y a des choses intéressantes. Moi je dis, faut que tu fonctionnes au somme, lis de la psychologie sociale. Comme mais j'ai lu son article. L'article qu'il m'a envoyé, la conclusion, c'est il faut aussi se nourrir de la psychanalyse. Oui, mais il y a un bouquin en plus. Lis, comme ça, toi, t'auras lu ça et personne pourra te dire que t'as pas fait l'effort, alors qu'en face, ça fera pas l'effort de lire autant. Ouais. Et comme ça, au moins, on pourra pas te taxer de sectarisme. Toi. Mais surtout que moi, je rejette pas la psychologie sociale, quoi. J'imagine qu'il y a aussi des trucs intéressants. Bon, allez.